Il faut savoir que la façon dont les moteurs de recherche comprennent le web a complètement changé. On n'est plus du tout dans la simple analyse de mots-clés, on est passé à une compréhension bien plus profonde des idées, des concepts. Alors, c'est parti, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière cette révolution, les fameuses entités nommées. Alors, pour bien comprendre ce virage, il faut faire un petit bond dans le passé. Imaginez la scène. On est à une conférence sur le référencement il y a quelques années. L'ambiance est électrique et ça débat fort sur la meilleure stratégie pour être numéro 1 sur Google. Et à l'époque, l'ancienne école, elle avait une recette qui semblait infaillible. Et voilà ce qu'on entendait partout. L'idée, c'était la densité de mots-clés. La répétition, c'était le roi. En gros, plus on balançait un mot sur une page, plus Google était censé trouver cette page pertinente. Logique, non? Sauf que cette approche, elle a une faille, mais alors une faille immense. Parce que c'est bien beau de répéter Paris, mais de quel Paris on parle au juste? La capitale de la France, la célèbre héritière, ou même une petite ville perdue au Texas? Juste répéter le mot, ça me donne absolument aucun indice, aucune subtilité pour aider le moteur de recherche à y voir clair. Heureusement, aujourd'hui, les moteurs ne se font plus avoir. Ils savent faire la différence. Et la raison, c'est un changement fondamental. On est passé de ce qu'on appelle les chaînes de caractères, en gros des suites de lettres sans vrai sens, à l'ère des choses, des objets bien réels. Le mot Paris, ce n'est plus juste un mot, c'est un concept avec des tas d'attributs qui lui sont propres. Et justement, cette solution au problème de l'ambiguïté, eh bien, elle porte un nom, l'entité nommée. C'est vraiment le concept clé qui a tout révolutionné. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. Une entité nommée, c'est un objet du monde réel. Ça peut être une personne, un lieu, une marque, n'importe quoi en fait, qu'une machine peut identifier de façon unique, sans se tromper. Du coup, le web n'est plus vu comme un simple tas de pages de texte, mais plutôt comme une immense base de données d'objets et d'idées qui sont tous connectés entre eux. Prenons un exemple tout bête pour que ce soit bien clair. Si on écrit la phrase « Albert Einstein est né à Ulm », eh bien le moteur de recherche, lui, il ne lit plus juste une suite de mots. Non, il identifie Albert Einstein comme une entité personne et Ulm comme une entité lieu. Il commence à comprendre la relation entre les deux. C'est ça la magie du truc. Et des catégories comme ça, il y en a des tonnes. Les algorithmes peuvent reconnaître des personnes, bien sûr, mais aussi des lieux, des organisations, des produits, des événements comme les Jeux Olympiques, ou même des dates et des valeurs. C'est vraiment un champ d'application énorme. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais en pratique, ça donne quoi? Allez, on va voir un exemple concret, une histoire vécue, qui montre à quel point ce concept d'entité peut avoir un impact, mais vraiment spectaculaire. Voilà un cas bien concret. Imaginez un super article sur une montre nommée Luna. Le contenu est génial, mais il est complètement invisible. Pourquoi? Parce que le mot Luna, tout seul, il est beaucoup trop vague. Ça peut être la lune, une marque de chaussures, plein de choses. Résultat, Google était paumé. Le texte n'envoyait pas les bons signaux pour dire « Attention, ici on parle bien d'une montre ». Et la solution, elle a été d'enrichir le contenu avec d'autres entités pour créer du contexte. En ajoutant des mots comme cadran, complications astronomiques ou bracelet en cuir, d'un seul coup, tout est devenu limpide pour le moteur de recherche. Ah, ok, c'est une montre. Et là, le trafic a explosé. C'est la preuve que le contexte, apporté par ces entités connectées, c'est vraiment la clé de tout. Cette histoire, elle illustre parfaitement la nouvelle façon de penser. L'idée, ce n'est plus du tout de bourrer une page de mots-clés. Non, c'est de devenir une sorte de cartographe de concepts. On dessine une carte où chaque entité est un point de repère qui guide aussi bien le lecteur que le robot de Google. Ok, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi du comment, la question qui se pose c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on intègre cette approche dans notre propre contenu? Alors, on peut résumer ça en un plan en 3 étapes. C'est assez simple. Étape 1, on identifie l'entité principale, le pivot. C'est le cœur du sujet. Étape 2, on construit un réseau autour. On l'entoure d'autres entités qui ont un lien. Par exemple, si notre pivot c'est la Tour Eiffel, on va parler de Gustave Eiffel, de Paris, du Champ de Mars. Et enfin, étape 3, on étiquette tout ça clairement avec des données structurées. Alors oui, cette dernière étape peut faire un peu peur, ça a l'air technique. Mais en réalité, l'idée est toute simple. Pensez-y comme ça. Utiliser les données structurées, c'est un peu comme donner une carte d'identité à ses noms. C'est un petit bout de code qui va dire à Google « Hey, regarde, ce mot-là, ce n'est pas juste du texte, c'est bien telle personne ou telle organisation précise. » Ça lève absolument toute ambiguïté pour la machine. Et il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas juste une mode qui va passer. C'est bien plus que ça. C'est la base de tout ce qui arrive. Comprendre les entités aujourd'hui, c'est vraiment se préparer au futur de la recherche sur le web. Pensez-y.
Avec les assistants vocaux, les IA, nos habitudes de recherche ont déjà changé. On ne tape plus réalisateur Inception dans Google. Non, on demande directement à notre téléphone qui a réalisé Inception. On pose une question sur la relation entre deux entités, le film Inception et une personne. Notre boulot, c'est de rendre ces relations aussi claires que possible dans nos contenus. Et ça nous amène à la métaphore finale qui est, je trouve, très parlante. Notre rôle est en train de muter. On n'est plus de simples rédacteurs, non. On devient des architectes de l'information, des gens qui structurent le savoir, qui construisent des ponts solides et logiques entre les concepts. Et voilà la question qu'on doit tous se poser. Quand on crée du contenu, est-ce qu'on est juste en train d'aligner des mots les uns après les autres ? Ou est-ce qu'on est en train de bâtir une véritable architecture de l'information, une structure réfléchie qui aide non seulement les machines à mieux comprendre le monde, mais surtout qui aide les humains à y trouver les réponses qu'ils cherchent ?